Bonsoir et bienvenue au Birdhouse. Je suis Mario Fetz, le secrétaire général de la Fondation Apprentis d'Auteuil International. Madame la conseillère d'État, Excellences, Monsieur le vice-président du CICR, Madame la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, chargée de la question de la violence contre les enfants, qui nous suit en ligne et interviendra depuis New York. Madame la secrétaire générale du club diplomatique, que nous remercions pour le soutien lors de ces 2 journées de conférence. Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations internationales et organisations non gouvernementales. Mesdames, Messieurs, et vous qui nous suivez en ligne, chers amis, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir à l'occasion de la Journée internationale des enfants en situation de rue. Vous êtes ici au Birdhouse, un restaurant pas comme les autres. Dans ce restaurant d'insertion diplômant, nous donnons une deuxième chance aux jeunes en décrochage scolaire. Au Birdhouse, ces jeunes ont la possibilité de reprendre confiance grâce à l'équipe de formateurs en cuisine et en service et au coach éducateur qui est ici ce soir aussi avec nous. Vous aurez l'occasion d'échanger avec nos jeunes apprentis. Nous en avons 15 pendant cette année scolaire. Donc, vous aurez l'occasion d'échanger avec eux et leurs formateurs lors du cocktail dînatoire qui suivra la conférence. J'ai maintenant le plaisir de passer la parole au président de la Fondation Apprentis d'Auteuil, M. Jean-Paul Redouin, qui sera suivi par l'intervention de Madame la conseillère d'État, Nathalie Fontanet. Monsieur Redouin. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Birdhouse. En ce 12 avril, nous célébrons ici, à Genève, la Journée internationale des enfants en situation de rue. C'est pour nous un moment très important, car c'est l'occasion de rendre visibles ces enfants, trop souvent laissés pour compte dans nos sociétés. Un enfant de rue ? Eh bien, c'est un enfant en grande vulnérabilité, ses droits ne sont pas reconnus, c'est un enfant qui n'a pas accès à l'école, qui n'a pas accès à la santé et qui est même dans un environnement qui n'est pas sain et qui ne lui permet pas de se développer. Et pourtant, cet enfant a exactement les mêmes droits que tous les autres. S'engager pour les enfants en situation des rues, ça fait partie de l'ADN de la Fondation d'Apprentis d'Auteuil depuis plus de 100 ans. C'est pourquoi la Fondation Apprentis d'Auteuil International, que je préside, organise cet événement pour rappeler l'importance et l'urgence d'apporter des réponses concrètes à toutes ces situations et à tous ces enfants. Avec nos partenaires locaux, plusieurs sont ici avec nous ce soir pour en témoigner, nous sommes vraiment convaincus que nous pouvons contribuer à améliorer la situation et l'avenir de ces enfants. C'est pour ça que 3 conférences ont été organisées, des débats pourront avoir lieu, que ce soit en physique ou en visio, et tout cela pour examiner les solutions pratiques qui peuvent être développées pour soutenir et protéger ces enfants. Voilà, mon but ici, c'est simplement de dire qu'il faut se mobiliser, que si des personnes comme nous n'en parlons pas, nous n'agissons pas, eh bien, il y a des tas de choses qui ne seront pas faites. Donc, l'avenir de ces enfants est dans nos mains et dans vos mains. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse et honorée d'être parmi vous ce soir
et je remercie très sincèrement la Fondation Apprentis d'Auteuil pour son invitation. C'est pour moi un privilège d'inaugurer ce cycle de conférences organisé dans le cadre de la Journée internationale des enfants en situation de rue. Selon le dernier recensement, qui date de 2005, on estimait qu'environ 150 millions d'enfants vivaient dans la rue. Ce chiffre est malheureusement certainement plus élevé encore aujourd'hui. Ces enfants ne vivent pas dans la rue, ils y survivent. Ils se débrouillent tant bien que mal, rendant des petits services, comme cirer des chaussures, nettoyer des voitures, quand ils ne sont pas tout simplement obligés de mendier pour se nourrir ou de voler par nécessité. Pour la magistrate que je suis, notamment chargée de l'égalité et de la prévention des violences, et qui plus est mère et grand-mère, eh bien cette réalité est insupportable. Elle l'est d'ailleurs, à n'en pas douter, pour chacune et chacun d'entre nous. Les enfants ont des droits aussi fondamentaux qu'intangibles. Le droit de disposer d'un logement, le droit à l'alimentation, le droit à une identité, à un accès gratuit à la santé, à l'éducation, à la justice, etc. Or, à l'évidence, quand on évolue dans la rue, c'est la loi du plus fort qui s'applique, le royaume de la discrimination qui domine, et ces droits ne deviennent que théoriques. Nos démocraties occidentales ne sont pas épargnées par ce constat. L'exclusion y occupe une place centrale, notamment dans le débat politique auquel je participe activement. Le Conseil d'État que je représente ce soir s'emploie à lutter contre ce phénomène avec énergie et détermination. La problématique des enfants en situation de rue ne concerne pas uniquement les pays en voie de développement. Elle touche également l'Europe et la Suisse. Ces causes peuvent être multiples: isolement, maltraitance, abus, pauvreté, traumatisme de la guerre pour les jeunes réfugiés. Genève est une formidable caisse de résonance dans la lutte contre ces facteurs de déstabilisation. C'est un des rares endroits sur Terre où le monde entier se rend pour trouver des solutions. Notre canton est un modèle reconnu à l'échelle internationale, celui de la solidarité et de la coopération entre les peuples. Berceau d'idées humanistes et d'idéaux politiques, le territoire genevois est un centre réputé pour son rayonnement intellectuel, son ouverture au monde et son rejet de toute discrimination. Il est le gardien du lien moral qui unit nos sociétés. Mesdames et messieurs, l'exclusion est une infamie qui alourdit le vécu, qui pèse sur le développement des individus et qui écrase les générations suivantes. Cependant, la marginalisation sociale n'est pas le fruit du hasard. Elle est la conséquence de ruptures. Elle naît et se perpétue d'une série de difficultés qui se cumulent, qui s'entretiennent. Elle se nourrit de l'indifférence et elle vit de la perte de l'espoir. Cette journée symbolique est là pour rappeler au monde entier l'importance d'accompagner celles et ceux qui en ont le plus besoin, quelle que soit l'origine, le genre, l'état de santé, la condition sociale ou le poids du passé. Une attention particulière doit être portée à l'accueil et à l'encadrement des personnes livrées à elles-mêmes avec l'hébergement d'urgence, avec la résorption des situations toxiques, avec l'atténuation des privations matérielles. L'enfance fait partie des étapes de la vie où l'on a besoin et où l'on mérite, plus que jamais, d'obtenir une aide inconditionnelle sous forme de droits inconditionnels, justement. L'inconditionnalité est la marque d'une société solidaire. Elle témoigne d'une dette que nous avons les uns et les unes envers les autres. En tant qu'adultes, nous avons le devoir d'aménager des opportunités aux jeunes générations, c'est-à-dire d'offrir une perspective d'avenir à celles et ceux les plus vulnérables parmi la population et qui représentent notre avenir. Le lieu qui nous accueille en est, à une échelle différente, un exemple. Il a vocation à servir de tremplin à nos jeunes pour leur entrée dans la vie active. Merci à la Fondation Apprentis d'Auteuil International qui, en partenariat avec l'École hôtelière de Genève et Gourmet Brothers, soutient
Birdhouse et permet ainsi que soit dispensée une formation dont peuvent bénéficier les jeunes générations, avec à la clé un diplôme reconnu dans le domaine de la restauration et du service. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à toutes et à tous une soirée riche en enseignements et en perspectives qui, j'espère, seront réjouissantes. Merci. Merci, Madame la conseillère d'État. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Romaine Jean, qui va modérer le débat de ce soir et d'inviter aussi les intervenants à monter sur le plateau. Merci. Bonsoir à tous et merci de votre présence ce soir avec nous pour ce débat intitulé « Enfants en situation de rue, une réalité du XXIe siècle, hélas ». Des parcours de survie multiples ici et là-bas. Merci à nos invités que je vais présenter. Nous avons l'honneur d'avoir en ligne à New York Madame Mala Majid, qui est la représentante, bonsoir madame, représentante spéciale du secrétaire général chargé de la question de la violence contre les enfants. Vous êtes donc en ligne de New York. Je précise que vous êtes particulièrement aussi concerné par cette question puisque vous avez fondé au Maroc une première ONG consacrée aux enfants en situation de rue dans votre vie précédente, association qui s'appelait Baiti. On en parlera peut-être tout à l'heure. Merci en tout cas de votre présence. Avec nous également Jean Zené, qui est responsable du programme Enfants en situation de rue et stratégie de la Fondation d'Auteuil. Vous êtes à Paris, basé à Paris. Et puis Joseph Likibi, qui est coordinateur de Repère au Congo-Brazzaville. C'est un réseau des intervenants pour la protection des enfants en rupture. Et je précise aussi que tout à l'heure, nous aurons avec nous Dedo, qui a aujourd'hui 27 ans et qui a connu la situation d'être dans la rue, qui a connu cette situation-là, qui a été accompagné par les apprentis d'Auteuil et qui nous parlera de son parcours et qui vous interpellera tout à l'heure, Madame Majid à New York. Merci à vous. Alors, je précise aussi que ce débat est suivi en direct dans plusieurs pays. On m'a tendu la liste tout à l'heure. Mexique, Togo, Maroc, France, Cambodge, Autriche. Bonjour à toutes les personnes, à tous les internautes qui nous suivent. Vous pourrez poser aussi vos questions. D'ailleurs, dans la salle aussi, vous aurez l'occasion en fin de débat de poser vos questions. Ce débat se déroule en français, mais vous avez des audios pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue et qui, avec un service de traduction. Docteur Majid, j'ai envie, avant de commencer, avant de lancer une petite vidéo avec des témoignages, j'ai envie de vous interpeller. Vous avez entendu tout à l'heure ces chiffres qui ont été donnés, enfin que vous connaissez bien sûr, hein, ce scandale de 120 à même 50 millions d'enfants aujourd'hui qui sont dans la rue. On est aujourd'hui, en cette journée internationale des enfants en situation de rue. J'ai envie de vous entendre... un message du cœur, si j'ose dire. Comment, au XXIe siècle, y a-t-il encore 120 à 150 millions d'enfants qui vivent la violence, qui vivent la survie, qui vivent le non-droit? Oui, je vais répondre, et avec le cœur, mais aussi avec l'expérience. Comme vous l'avez justement soulevé tout à l'heure, il y a plus de 30 ans que j'ai initié le travail avec les enfants en situation de rue. Il est inadmissible et réellement inacceptable de penser qu'on répète, et je suis réellement sincèrement désolée, qu'on est en train de répéter la même chose. J'ai l'impression de recommencer à zéro à chaque fois que j'entends cette problématique. 150 millions est en dessous de la réalité. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces enfants sont mobiles, sont invisibles, ont peur d'être pris, ont peur d'être arrêtés. Donc, clairement et nettement, ce chiffre est en deçà de la réalité. Le deuxième point qui est important, c'est que le monde va de plus en plus mal et que les sociétés sont de plus en plus excluantes. Et donc, on a de plus en plus d'enfants dans situation de rue, pas uniquement dans les pays parce qu'il y a de la pauvreté, mais parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a de l'urbanisation, parce qu'on est dans une société qui se veut de plus en plus excluante. Donc, moi, je suis très, très alarmée
parce que ces enfants sont toujours autant invisibles. Et c'est vraiment dommage qu'on en parle que lors d'une journée, parce que ça devrait être dans toutes les journées du monde. Et ça nous interpelle. Et aujourd'hui, j'espère que pendant ces 3 jours, ça nous interpelle sur ce qu'on a raté, là où on a échoué. Et je crois que c'est hyper important de pouvoir consacrer ces 2 jours de conférence et ces 3 conférences réellement, de nous remettre en question et d'être très, très autocritiques. Merci, Dr Majid. Ce sont précisément les buts de ces 2 journées de débat. Vous parlez d'enfants en situation de rue, il y en a partout. On a dit qu'on nous suivait aussi de France, il y en a peut-être même aussi en Suisse, ici à Genève, on en a parlé récemment. On va évoquer tout ça. J'aimerais lancer une vidéo de témoignages d'enfants qui ont été accompagnés par la Fondation Apprentis d'Auteuil et ses partenaires locaux en RDC, au Pérou et en France. On va regarder cette vidéo et je vous demanderai de réagir. Quand je suis arrivée dans la rue, j'avais premièrement peur. C'est ma première fois d'être à la rue. C'est ma première fois de dormir à l'extérieur de la maison. Je ne savais pas parce que quand j'étais à la maison, d'après les échos que j'attendais qu'à la rue, il n'y a que de garçons, il n'y a que de bandits, il n'y a que de violeurs, il n'y a que de gens méchants. Fue cuando tenía 9 años. Ya era muy tarde en la calle, en la avenida La Cultura por Amauta. Y esa noche me fui para la avenida por el colegio Garcilaso. Y ahí había una pacha donde hay pequeños túneles, pequeños pozos donde se posa agua. Y me llevé harto cartón y me acosté ahí. Me acuerdo que sentía mucho frío y no podía dormir. Oui, je suis hébergé. Mais là où je suis, je vais quitter là-bas bientôt. Parce que la dame, elle est vraiment fatiguée. C'était juste pour une mois. J'ai fait là-bas 6 mois, donc je lui ai dit merci. Je me suis retrouvée à la rue à l'âge de 14 ans. Je vivais dans ma famille, chez ma grand-mère maternelle. J'étais avec elle et je souffrais d'une maladie drépanocytaire. Et à chaque fois que je tombais malade, on gaspillait tant d'argent à l'hôpital qu'à la place qu'on puisse faire avec d'autres argent là, d'autres choses pour faire étudier d'autres frères. Mais l'argent venait justement sur moi. Après, ma grand-mère a eu une décision d'aller à l'église. Le pasteur lui a dit que la personne qui est en train de mettre un blocage dans votre famille, c'est cette fille. À cause de sa maladie, c'est elle qui est en train d'envoûter, sort de la sorcellerie. Parce qu'elle croyait trop à ce que le pasteur de Dieu lui disait qu'à ce que la famille la disait. C'est pour cela qu'elle a cru directement que j'étais envoûtée. Après, pour se débarrasser de moi, on m'a chassée de la maison. Yo he vivido en la calle a partir de los 8 años por la dificultad que estaba pasando en mi hogar. No había mucha economía, entonces empecé a trabajar en la calle y a poder apoyar a mi familia. Si il arrivait que de 17h, je me sentais mal à l'aise. L'endroit pour dormir, tu as rassuré. Ça me faisait tellement mal que je pensais toujours à ça. La journée, je suis bien, mais pendant la nuit, je commence à chercher l'endroit pour dormir. Parfois, vous n'avez pas bien dormi, il y a des policiers qui suivent des gens. J'ai dormi sur la route, j'étais sur la route pendant des mois avant d'être logé. J'ai subi des blessures. On peut pas dire, c'est vraiment compliqué de dormir, d'être sur la route, honnêtement. Surtout si ça pleut. Ça me dégoûtait vraiment. La route, c'est pour les animaux, mais pas les humains. Hay hartos cartones de diferentes lugares. Empecé a llevar al lugar donde iba a dormir y lo acomodé todo así como si fuera un colchón y
me acosté, pero no para dormir, sino para pasar la noche nada más, porque el frío acá en el Cusco no te deja dormir cuando vives en la calle. À un moment donné, ça pleuvait l'année dernière. Je me suis assis toute seule. Juste comme ça. Je n'ai pas abandonné. Juste comme ça, je n'ai pas abandonné. Ah oui. J'ai failli aller à la police et me dire qu'il m'a fait rentrer au pays. Mais j'ai imaginé, si je rentre au pays, ce que je vais trouver là-bas, c'est mieux de mourir ici. Moi, j'avais l'intention de mourir, de laisser le monde. Ce sont des médecins qui m'ont renforcé, qui m'ont dit qu'être drépanocytaire, ce n'est pas être sorcière. Un enfant drépanocytaire a tous les droits que tous les enfants. J'aimerais tant finir universitaire, faire la science infirmière ou être infirmière. Parce que ce sont des enfants, ils n'ont jamais voulu naître drépa. Ils n'ont jamais choisi d'être un groupe de sang comme ça, pareil. J'aimerais les aider comme moi aussi on l'a fait. Les gens là, je vais leur dire qu'ils n'abandonnent jamais. Il ne faut jamais abandonner. Ah oui, jamais. L'effort qu'on a fait jusqu'ici, non, il ne faut jamais abandonner. Non, 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 non. Derrière, c'était plus difficile qu'ici. Donc, du courage. A nous tous. Lo que necesito solamente depende de mí porque lo tengo todo para poder lograrlo. O sea, no tengo algo que me falte, que sea material, sino de repente algo que siempre hay algunos momentos buenos y malos en el cual siempre necesita uno de un guía, alguien que te apoye moralmente, alguien que te motive, que te incentive a seguir adelante. Voilà, 3 témoignages de jeunes qui ont été aidés par la Fondation Auteuil. C'est un beau témoignage, c'est un beau message. Il ne faut jamais abandonner. Jean Tséné, vous êtes responsable donc du programme Enfants en situation de rue à la Fondation d'Auteuil. Vous êtes basé à Paris, vous êtes du Togo, mais vous avez travaillé sur le terrain au Burkina Faso, au Mali. Vous avez aussi suivi, et c'est intéressant, des jeunes non accompagnés. Je crois que le 3e témoignage est dans ce cas en France. Depuis 7 ans, vous occupez ce poste. Alors tout d'abord, simplement une définition. Comment aboutit-on dans la rue? On a vu 2 exemples. Là, on a vu, enfin 3 plutôt. La pauvreté, la maladie, oui. Et puis donnez-nous peut-être une définition. Alors, déjà, enfants en situation de rue, ou bien qu'est-ce qui amène les enfants dans la rue? J'aime souvent dire qu'il faudra regarder les questions de violence. Parce que même la pauvreté, ça émet de la violence dans la sphère familiale et qui génère des comportements qui font que les enfants peuvent sortir. Ensuite, nous avons vu dans la vidéo l'accusation de sorcellerie, c'est-à-dire quand on a des problèmes dans la famille, on cherche des explications. C'est une problématique très profonde, notamment en Afrique centrale, et qui commence aujourd'hui aussi dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, qui font qu'on va chercher des boucs émissaires, on va chercher la cause ailleurs. Et quand on a en face un enfant qui est très intelligent, qui a du potentiel, on dit c'est pas un enfant normal. Pourquoi il évolue comme ça? Voilà. Et donc, ensuite, on a toutes les problématiques liées, notamment aux familles séparées, qui dysfonctionnent. Il y a de la violence. Il y a de la violence. Voilà. En fait, la question de la violence entoure les enfants en situation de rue depuis la cause, depuis les familles. Ce qu'on a vu aussi dans la vidéo, c'est aussi qu'un vécu de rue qui est imbibé de violence. C'est-à-dire qu'autour de ces enfants, il n'y a que la violence. On dirait qu'il n'y a que la violence qui les entoure. Alors, un enfant en situation de rue, c'est un enfant pour qui la rue, c'est un lieu important de vie, soit parce qu'il passe un moment de sa journée dans la rue pour essayer de trouver de quoi subvenir à ses besoins et il rentre le choix chez lui, soit parce qu'il est en totale rupture et du coup il passe ses journées et ses nuits dans la rue, soit
parce qu'il est avec sa famille, et ça on le voit souvent dans certains pays, et c'est très présent par exemple à Madagascar, toutes des familles qui sont dans la rue et qui dorment avec les enfants dans la rue, mais aussi concernant les mineurs non accompagnés qui ont un parcours qui est un parcours de rue avant d'arriver dans les pays dits développés, qui aussi sont marqués par cette problématique. Et en Europe, comme on l'a dit, on a beaucoup de jeunes qui sont des décrocheurs, qui se retrouvent à un moment donné dans les quartiers. Il y a des jeunes les systèmes qui sont proposés pour les accueillir, il y a un échec, donc ils se retrouvent à un moment donné dans la rue. Donc en fait, c'est une problématique aujourd'hui qu'on retrouve partout. Voilà, quand nous parlons d'enfants en situation de rue, pour essayer d'aborder toutes ces situations auxquelles font face les enfants et ne pas seulement cibler enfants de rue, qui d'ailleurs est un peu stigmatisant pour les enfants. Je me rappelle... On dit enfants en situation de rue et plus enfants de rue. Tout à fait. Qui est un petit peu stigmatisant. Depuis quelques années maintenant, on dit beaucoup plus enfants en situation de rue. Alors, on va voir un exemple très concret de ce que vous faites dans vos programmes au Congo. Dites-nous simplement dans quel pays vous êtes aujourd'hui, dans combien de pays Fondation d'Auteuil, c'est... Alors, sur la thématique des enfants en situation de rue, nous sommes déjà présents en Afrique centrale, qui est notre zone d'origine, notamment le Congo, la RDC, le Cameroun aujourd'hui. On avait été aussi présent en Centrafrique, voilà. On est présent aussi au Maroc, voilà. Et puis on est présent en Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina Faso. On a eu quelques échanges avec... Et en Amérique du Sud, j'imagine aussi. Tout à fait, le Sénégal. Et puis en Amérique du Sud aussi, le Pérou notamment. Le Pérou. Et on a eu quelques actions aussi au Cambodge, en Asie. Voilà. Alors, on va prendre un exemple sur le terrain avec vous, Joseph Likibi. Vous êtes coordinateur du Repère, c'est donc un réseau. Vous m'avez dit tout à l'heure, j'étais fonctionnaire et puis je me suis engagée dans cette fonction d'aider ces enfants en situation de rue, parce que moi, j'ai aussi un petit peu vécu ça. Hein. Vous êtes d'un milieu qui était modeste, et on vous a permis de faire des études. Je crois que c'est grâce à des congrégations religieuses, hein, c'est ça? Oui, exactement. Alors, je vous l'ai dit que dans mon pays, il y a environ 3000 enfants qui sont en situation de rue. 3000 3000, mais l'enquête date de bientôt 20 ans. Il n'y a pas eu de nouvelles enquêtes. À Brazzaville ou dans tout le... Dans tout le Congo, mais c'est principalement dans les deux grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire. C'est l'enquête qui a été faite il y a bientôt 20 ans. Il n'y a pas eu donc ça a pu changer depuis. Ça a pu évoluer certainement depuis. Oui, je suis issu d'une famille très modeste, pas modeste, mais vraiment très modeste. Et quand j'entends la jeune fille parler, évidemment, je comprends que quelquefois, vous avez des familles, des enfants qui sont boucs émissaires des difficultés familiales. Là, en l'occurrence, c'est un enfant qui souffre de la drépanocytose. L'enfant vous dit qu'ils sont allés vers le pasteur, pas vers les médecins, parce que les familles n'ont pas l'argent pour aller vers les médecins. Donc, ils vont voir le pasteur parce que c'est gratuit, parce que c'est proche. Et le pasteur dit, il y a, en fait, dans cet enfant, quelque chose qui fait qu'en fait, elle a un pouvoir de vous dilapider de l'argent à travers sa maladie. C'est le phénomène de sorcellerie, ce qui est un petit peu d'ailleurs stigmatisant pour le regard qu'on porte sur l'Afrique, mais dites-nous exactement, ça veut dire qu'on accuse, enfin les familles qui malheureusement ont des situations économiques extrêmement difficiles, estiment que les problèmes viennent de cet enfant malade. Exactement. Et c'est répandu comme ça. Exactement, les problèmes... Alors, pas seulement le problème de maladie, un enfant super intelligent peut être aussi accusé de sorcellerie. On va lui dire, tu voles l'intelligence des autres pour qu'ils soient bêtes et que toi tu réussisses, afin que tout le monde soit soumis à toi. Mais dans une autre situation, c'est de dire, cet enfant est toujours malade, il y a toujours des décès dans la famille, ils vont chercher pourquoi ça se passe comme ça. Et c'est le pasteur, en l'occurrence, c'est ce que la jeune fille nous a dit, c'est la réalité de ce qui se passe chez nous. C'est le pasteur qui dit il y a un mauvais esprit qui est dans cet enfant qui fait que vous ne puissiez pas prospérer dans tout ce que vous faites. Alors, j'aimerais bien que vous nous expliquiez, et Jean et Joseph, concrètement,
Parce qu'on imagine la rue, ça veut dire la violence, ça veut dire peut-être la prostitution, ça veut peut-être dire les réseaux de drogue aussi. C'est de la survie, mais c'est peut-être aussi une famille, c'est peut-être un nouvel endroit qu'on s'est créé. Comment vous faites, comment vous agissez? Prenons un exemple d'une jeune fille qui a été repoussée à la rue par sa famille, accusée de sorcellerie. Comment concrètement vous agissez? Alors, cette fille est dans la rue. Nous, ce que nous faisons au Congo-Brazzaville, on a des projets avec Apprentis d'Auteuil et on a un dispositif qu'on appelle antenne mobile. Donc, une équipe qui se déplace tous les jours de la semaine, qui va vers les enfants des rues pour les écouter et comprendre quelles sont les situations qu'ils vivent, pourquoi ils sont dans la rue. Ces entretiens nous permettent de référer les enfants, soit dans un centre de santé, s'il s'agit des problèmes de santé comme là, parce qu'on a des projets qui permettent de prendre en charge ce type de situation, de soigner l'enfant, soit évidemment de l'orienter dans un centre d'accueil où l'enfant, plutôt que de vivre dans la rue, parce que nous parlons de protection des enfants, plutôt que de vivre dans la rue, il va dans un centre de façon transitoire. Mais l'objectif pour toutes les associations membres du réseau, c'est toujours de réinsérer les enfants en famille. Mais c'est un processus. On commence d'abord par gagner la confiance de l'enfant et c'est à l'issue de ce processus qu'évidemment on peut envisager la réinsertion de chaque enfant. Mais pour ce type de cas, quand l'enfant est malade, il faut le soigner. Le jour où il sera guéri, la famille va évidemment réviser la position. Mais finalement, ce n'était pas la sorcellerie puisqu'on a réussi à le guérir. Il faut que ce soit concret. Alors concrètement, là on voit dans cette petite vidéo qui est un message d'espoir quand même. Cette jeune fille est rêve d'être un jour infirmière. Vous proposez à la Fondation d'Auteuil, donc vous repérez les enfants, vous essayez de convaincre les familles, et puis vous proposez des formations, c'est ça? Oui. Alors, ce que nous proposons à la Fondation d'Auteuil avec nos partenaires, c'est un peu quelque part ce que nous savons aussi faire en France. C'est cette manière d'accompagner des personnes, des jeunes en situation difficile, un accompagnement qu'on appelle souvent un accompagnement global, qui permet de prendre en compte tous les besoins du jeune, depuis son accueil jusqu'à son insertion. Et c'est ce que nous essayons de mettre en avant. Et en plus de ça, nous ajoutons quelque chose qui est de l'ordre de la prévention, c'est-à-dire que faire en sorte de ne pas attendre que ces enfants sont dans la rue avant de commencer à agir. Et comment est-ce qu'on intervient en amont auprès des familles, dans les communautés, pour détecter en amont c'est quoi les problèmes que vivent les familles, quels sont les facteurs qui peuvent notamment pousser les enfants dans la rue, afin d'agir déjà sur ces facteurs pour éviter qu'il y ait de plus en plus d'enfants qui viennent dans la rue. Voilà. Docteur Majid, est-ce que vous êtes toujours à New York? Je l'ai dit en début de débat, vous aviez, fondé une ONG au Maroc qui s'occupait, vous pouvez nous dire peut-être qu'est-ce qui vous a particulièrement poussé à créer cette ONG, et puis peut-être un discours plus politique. Finalement, c'est toujours le produit de la violence, mais souvent aussi de la pauvreté, et donc de la discrimination, et donc de la mauvaise répartition des richesses. Ok. Vous m'entendez bien? Ça va? Oui, on vous entend très bien. Très bien. Alors, pourquoi je l'ai créée? Elle existe toujours, elle a plus de 30 ans, donc l'association, juste pour vous dire. Pourquoi je l'ai créée? Parce que d'abord, je suis pédiatre de formation, et puis j'ai vu des enfants en situation de rue dans la grande ville mégapole de Casablanca. J'étais très étonnée d'en voir, et donc j'ai essayé de comprendre, et j'ai commencé à sillonner les rues jour et nuit pour avoir une meilleure compréhension. Parce qu'il est très facile de dire il y a des enfants dans les rues, donc il faut les parquer et les mettre dans des institutions derrière des murs et le problème est résolu. Non. Mais par contre, ce que je veux échanger et aussi ce que j'ai appris, c'est que premier point, c'est que quand on parle d'enfants en situation, c'est l'hétérogénéité. C'est des parcours multiples, c'est des profils variés, c'est des causes variées. Vous avez cité la pauvreté, oui, mais il n'y a pas que la pauvreté. Je suis désolée, la pauvreté est une excuse trop souvent invoquée parce que ce qui est capital, c'est aussi, vous avez des familles pauvres, mais qui ont cette qualité de prise en charge et d'affection. La carence affective, pour moi, est plus dominante.
Le deuxième point, effectivement, il y a la stigmatisation et la discrimination, parce qu'on est différent, parce qu'on est sale, parce qu'on est dans la rue. L'autre point qui est important, c'est aussi, ça a été soulevé par mes deux collègues, il y a la sorcellerie, mais il y a aussi tous les talibés et toute l'exploitation au nom de la religion et des écoles coraniques des enfants dans les rues et les exploiter dans la mendicité, dans l'exploitation, qu'elle soit économique et sexuelle. L'autre point aussi qui est important, on a parlé de sorcellerie, mais il y a aussi tout le volet aussi des enfants albinos dans pas mal de pays en Afrique et en Amérique latine. Et enfin, ce qui est important pour moi, il ne faut pas oublier que les pays riches aussi ont des enfants en situation de rue. Et c'est dû à la pauvreté, c'est dû à l'éclatement des sociétés et des familles, c'est dû au fait aussi parce que ces enfants sont des autochtones, appartiennent aux minorités, ce sont des mineurs isolés, ce sont des migrants, ce sont des réfugiés, donc ce sont des Roms. Donc la problématique des enfants en situation de rue touche tous les pays et les profils sont variés. Mais je voudrais insister sur un point qui a été dit. Effectivement, il y a de la violence et ils l'ont soulevé. Effectivement, il faut un accompagnement protecteur, mais en même temps, il faut aussi prendre en compte le fait que la rue présente aussi des connexions et que ces enfants apprennent, développent une intelligence de débrouillardise et une capacité de survie énorme. Donc, il faut construire aussi sur toutes ces capacités de résilience et de courage, d'innovation. Ils ont leur propre lexique, ils savent se débrouiller, donc c'est capital de les protéger, mais aussi de construire sur ces points forts. Et ça, c'est important. Ce ne sont pas des récipiendaires passifs de service. Il faut les prendre comme acteurs. C'est un partenariat avec eux. Si on ne le fait pas, le processus est long. Il faut le faire avec eux en tenant compte du contexte. Ça, c'est capital. Donc ça, c'est les leçons que j'ai apprises avec ces enfants. Et j'ai appris beaucoup et j'apprends encore tous les jours. Maintenant, quand on parle des politiques, et je pense qu'un des points qu'il faut absolument, ce n'est pas du caritatif qu'il faut. Ce n'est pas du social de 5 à 7. Ce n'est pas de la charité portée par une dame patronesse. C'est vraiment des savoirs, du professionnalisme et vraiment des politiques qui renforcent les systèmes de protection intégrés et qui les rendent accessibles à tous ces enfants sans discrimination aucune. C'est des systèmes de prévention et d'alerte pour détecter les familles à risque. C'est des systèmes aussi où on peut avoir des hotlines où on peut s'exprimer. C'est une police à laquelle on croit, parce que ce n'est pas le premier réflexe d'un enfant d'aller voir la police. C'est une justice qui voit ces enfants comme des enfants en danger et non pas comme des enfants délinquants qu'il faut parquer. C'est aussi, ce qui est très, très important, les considérer comme des acteurs et qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont des rêves. Ils peuvent les accomplir et on doit les accompagner. Et s'il faut investir dans la qualité, c'est bien à ce niveau-là. Et je voulais juste soulever un point, et ça a été dit par deux personnes, deux enfants, c'est aussi le fait qu'ils ne reviendront pas en arrière. Et même s'il fallait mourir, ils préféraient mourir que revenir en arrière. Donc, faire très attention, ils savent ce qui les attend et donc il est capital de réallumer cette lumière dans les yeux. Et le deuxième point, c'est de les accompagner, de ne pas se substituer à eux. Et c'est un processus long avec eux et non pas pour eux. Et c'est un processus aussi de travail avec le système, avec les familles, avec la police, avec la justice, avec l'éducation et aussi avec l'opinion publique pour aussi changer leur façon de percevoir ces enfants. Merci. Jean, ce que dit Dr Madjine, donc de considérer tout l'acquis qu'ils ont, cette survie, et j'imagine aussi de construire avec l'entourage, avec la famille, puisque vous m'avez dit tout à l'heure, le but c'est qu'ils retournent dans leur famille, s'ils en ont, et qu'on reconstruise. Comment faites-vous? Alors, comme l'a dit Madame, ce qui est important effectivement, c'est de mettre l'enfant au cœur, notamment de tout ce qui est proposé à l'enfant, et de partir notamment de ses acquis. Parce qu'effectivement, c'est malheureux ceux qui vivent dans la rue, mais ils apprennent un certain nombre de choses, notamment du débrouillardisme, et puis ils deviennent davantage très matures dans la rue. Il faut partir notamment de cette maturité pour ne pas leur permettre de régresser. Parce que trop vite, quand ils sont dans des structures, si on ne fait pas attention, ils régressent. Parce qu'ils ont envie d'aller refaire leur enfance. Donc, partir notamment de ces acquis pour pouvoir les accompagner. Ensuite, nous savons que nous sommes dans des sociétés où la place de la famille elle est importante. Dans certains pays, par exemple, un enfant, dire à l'enfant, on t'accompagne et puis on laisse de côté la famille, c'est impensable. Donc, il est important de renouer les liens avec la famille
Donc, qu'est-ce qui se fait sur le terrain, notamment dans différents pays? C'est de pouvoir prendre contact avec les familles, dans un premier temps, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que l'enfant se retrouve dans la rue, et de faire un travail de médiation qui peut être un travail très, très, très long et très complexe. Il y a des pays où, par exemple, les éducateurs qui vont sur le terrain sont des personnes jeunes, et quand ces jeunes vont dans les familles se disent, mais toi, en tant que jeune, qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Parce que je peux être ton papa, ou voilà, et du coup, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Donc, c'est un travail qui n'est pas simple. C'est là où c'est important que les équipes soient formées. Et nous, à Apprenti d'auteur, on met l'accent sur les questions de formation. Depuis plus de 20 ans, on développe des formations pour que les équipes soient outillées. Ce n'est pas un travail qui se fait seulement sur l'intuition. J'ai l'intuition de faire comme ça marche. Non, il faut savoir le faire, il faut savoir approcher l'enfant. On l'a dit à un moment donné, ils sont dans la rue, la rue, c'est un peu comme s'ils recréent une société pour pouvoir vivre. Il faut pouvoir intégrer cette société et les accompagner sur toutes les facettes. On a envie, en préparant ce débat, je vous ai dit, Joseph et Jean, on a envie d'entendre des histoires, et des bonnes histoires, des belles histoires, parce qu'on a l'impression, au vu des chiffres, 150 millions, 120, 150, peut-être plus, enfants dans la rue. Vous travaillez quotidiennement avec eux. Racontez-nous une belle histoire d'un enfant qui a été, comme on l'a entendu tout à l'heure, c'est de cette jeune fille à qui on est en train de donner une formation et qu'on a pu sauver. Plein d'histoires, finalement. Je raconte l'histoire de Merveille, un enfant qui, comme moi, comme beaucoup dans nos pays, était d'abord, dans son enfance, parce que son papa était aveugle, lui, il était conducteur d'aveugle. Donc, de son papa. Jusqu'à 15 ans, il n'est jamais allé à l'école parce que son papa ne pouvait pas se déplacer sans lui. Donc, il était jusqu'à un moment où le papa est tombé malade. Et donc, c'était un peu pour lui la liberté de faire autre chose. Mais il est allé dans la rue. Parce qu'à la maison, il ne pouvait pas manger. Personne n'a jamais pensé à le scolariser. Et il est parti dans la rue comme cette jeune fille qui a dit « Je pensais que dans la rue, les gens étaient violents. » Mais finalement, en allant dans la rue, il a trouvé l'amour, il a trouvé le réconfort qu'il n'a pas trouvé chez lui. Et puis, un jour, il s'est présenté dans une paroisse. Donc, c'est un curé qui l'accueille, il dit qu'il avait faim et tout. Et le curé va nous le référer. À 15 ans, il n'était jamais allé à l'école. Ce n'était pas possible de le remettre au CP1 parce qu'il avait honte, avec des petits-enfants. Lui, il avait 15 ans. Entre-temps, l'apprentissage n'est pas autorisé à 15 ans chez nous. Nous l'avons donc accueilli à l'Espace Jarreau. Et l'année suivante, entre-temps, on a fait de l'alphabétisation, mais il n'y a pas un système très fonctionnel de l'alphabétisation. Et c'est l'année suivante qu'on a pu, à partir de 16 ans, l'inscrire dans un atelier de formation en menuiserie. Aujourd'hui, c'est devenu un très, très bon menuisier, très compétent. J'ai même vu dans les visites des maisons d'accueil, j'ai vu des meubles. Je me suis dit, je vais prendre des photos pour les lui apporter, pour qu'il se perfectionne. Parce que pour le moment, il ne peut pas aller dans des grandes écoles pour faire la menuiserie. Mais il a aussi appris à lire et à écrire grâce aux actions et à l'appui de nos partenaires à Apprenti d'Auteuil. Et il a un compte Facebook, il publie les meubles qu'il fabrique. Mais aujourd'hui, je peux dire aux gens à Brazzaville, souvent, je dis, bon, allez le consulter. S'il ne fabrique pas bien le meuble, je vous rembourse. C'est des exemples d'enfants qu'on a accompagnés, qui ont réussi, qui ne sont pas forcément allés dans les écoles. Mais ça fait chaud au cœur de voir des enfants qui sont partis de rien. Et grâce à l'accompagnement de nos partenaires, parce que nous-mêmes, évidemment, on n'a pas toujours les moyens, les formations, parce que accompagner ces enfants demande aussi d'être formés. Chez nous, il n'y a pas d'école en travail social. C'est au départ la motivation, la volonté. Et ensuite, tout le travail que nous réalisons. Je peux vous citer des dizaines d'exemples d'enfants qui sont comme Merveille, sont devenus... C'est ce que vous m'avez dit, et Jean aussi. Je précise bien sûr que la Fondation Apprenti d'Auteuil travaille avec des ONG sur le terrain du pays, évidemment. Docteur Majid, la quasi-totalité des États a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants.
et a l'obligation donc d'œuvrer pour que tous les enfants puissent bénéficier de ces droits. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait en application de ces textes qui restent tout de même pour beaucoup lettres mortes, et qu'est-ce que l'on pourrait faire au niveau, puisque maintenant vous êtes à l'ONU, vous êtes dans le système onusien, que pourrait-on faire pour une meilleure prise en compte de la part des États de cette thématique des enfants en situation de rue? Il y a encore beaucoup à faire. Je voulais juste rappeler qu'en plus de la Convention des droits de l'enfant, qui est ratifiée par tous les pays sauf les États-Unis, il y a eu en 2011 une résolution du Conseil des droits de l'homme sur les enfants en situation de rue, qui a été suivie par un rapport émis par le Haut Conseil des droits de l'homme sur les enfants en situation de rue en mars 2012. En 2017, il y a eu l'observation du Comité des droits de l'enfant sur les enfants en situation de rue. Donc, il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de rappels. Et là, ce qui est très important maintenant, c'est comment être sûr, clairement et nettement, dans la mise en œuvre de toutes les politiques qui y sont, que ce soit les politiques nationales de développement, que ce soit réellement aussi maintenant lors de l'agenda de développement durable 2030, que ce soit dans toutes les révisions des politiques sectorielles, que la dimension enfance et tous les enfants, y inclus les enfants en situation de rue, soient prise en compte. Parce qu'il sera très dangereux de créer des systèmes parallèles au système de protection des enfants, parce que ça, c'est la meilleure façon de répondre, c'est une mixité sociale. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire en matière de plaidoyer, en matière de suivi, en matière d'interpellation des États, en matière de révision quand les États présentent leur rapport, que ce soit au Comité des droits de l'enfant, que ce soit à l'examen périodique universel, à l'agenda, à la mise en œuvre de l'agenda 2030, d'être sûr que les enfants les plus vulnérables, et particulièrement les enfants en situation de rue, ne sont pas laissés pour compte. Et ça, c'est notre travail à tous. En tant que représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur la violence à l'égard des enfants, pour moi, c'est un rappel quotidien. Ils font partie de tous les enfants, clairement et nettement, et rappeler que ces enfants-là, la prévention, leur prise en charge de manière qualitative, de manière durable et de manière aussi participative, parce que ces enfants sont détenteurs de droits et ont le droit aussi de participer et ils savent ce qu'ils veulent, et d'être innovants, clairement et nettement, et de réfléchir à l'alternative à l'institutionnalisation, parce qu'il faut faire très, très attention en tant que société civile aussi, de ne pas pousser à construire beaucoup, beaucoup de structures où on parque des enfants. Donc, clairement et nettement, il faut qu'on soit le plus innovant possible et le plus créatif possible. Et ils ont de la créativité et de l'innovation. Et notre rôle, c'est d'interpeller. C'est ce que je fais. Rappeler, interpeller et montrer que c'est possible et donner la voix à ces enfants parce qu'ils sont capables de s'exprimer. Ils sont capables de s'exprimer tout seuls, sans nous, et de prouver que si on investit en eux, on a un super retour sur un investissement parce que c'est des enfants qui ont des capacités hors normes. Merci. Je vais vous repasser la parole tout à l'heure, mais j'aimerais demander à Dedo de nous rejoindre sur ce plateau. Dedo, on l'a dit, hein, les enfants en situation de rue, c'est l'Afrique, l'Amérique du Sud, mais c'est aussi nos pays, la France, la Suisse aussi, on en a parlé récemment. Absolument. À Genève. Vous êtes à Paris, vous avez aujourd'hui 27 ans? J'ai 27 ans. Et vous avez connu la rue? J'ai connu la rue mineure, j'ai connu la rue majeure, j'ai connu la rue. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances, si vous le voulez, hein, vous nous dites ce que vous voulez raconter d'autres histoires? J'avais une situation familiale un peu empreinte de violence. Il y avait mon père qui était violent vis-à-vis de ma mère. J'étais fils unique, donc j'assistais à ça tous les jours entre 2 et 6 ans, jusqu'à ce que la justice ait imposé à mon père de déguerpir. Et là, je me suis retrouvé seul avec ma maman. Donc, je pense que c'est un peu le début de toute cette histoire. Et puis, quel quartier de Paris? J'étais dans le 20e. Donc à Porte de Bagnolet. Et puis je pense que ma maman n'a pas eu les épaules tout simplement pour assumer tout ce qui s'en suivait. Voilà, tout ce que ça impliquait. Donc la rue, ça veut dire que vous dormiez dans la rue? J'ai dormi dans la rue, mais j'ai surtout
J'ai surtout évité de dormir parce que c'est pas vraiment le plus sécurisé comme lieu pour dormir. Donc, j'ai surtout cherché à manger. J'ai cherché de l'argent. Et voilà, ça se résumait un peu à ça. Mais j'ai déjà dormi, ouais. J'ai déjà forcé des bâtiments pour dormir dedans. J'ai déjà dormi sur les escaliers de la BNF jusqu'à ce que la police me dégage. J'ai déjà dormi sur les quais de tram, porte de Vincennes, porte d'Ivry, porte de Choisy. Ça, c'était en quelle année? 2010, 2014. Donc, vous étiez mineur aussi, hein? Ouais, mineur, ouais, j'ai déjà dormi. Et il y avait d'autres mineurs avec vous? Oui, Vous étiez une bande? oui. Vous aviez retrouvé une famille dans la rue ou pas vraiment? Non, pas vraiment. Ou la violence? J'ai pas retrouvé de famille dans la rue. J'ai pu constater qu'il y avait des mineurs un peu isolés comme moi. Après, on est à Paris, donc il fait pas tout le temps beau, il n'y a pas du soleil, donc on est tout le temps enfermé. On essaie de se maintenir au chaud, Et j'ai eu surtout pas mal des plus âgés que moi qui m'ont utilisé pour faire leurs sales affaires et pour pas prendre de risques. Donc c'est le plus grand nombre de connexions que j'ai eu dans la rue, quoi. Donc il ne faut pas se mentir, la rue c'est de la survie, c'est aussi des petits larcins ou des grands ou du trafic pour survivre. Et un jour, la fondation, vous êtes tombé sur la fondation d'Auteuil, c'est ça? On est venu vous chercher ou? Plusieurs fois. J'ai rencontré la fondation d'Auteuil, apprenti d'Auteuil, quand j'avais 15 ans. Donc j'étais en train de décrocher scolairement et ils ont essayé de m'aider. Mais j'étais dans une situation un peu délicate où la nécessité m'a happé et je suis parti chercher l'argent et j'ai pas tenu sur les bancs de l'école. Mais j'étais dans une classe de réinsertion scolaire de la fondation à ce moment-là. Et puis majeur, oui, je les ai rencontrés à nouveau. Ils m'ont permis à ce moment-là vraiment j'avais la maturité qu'il fallait aussi pour me prendre un minimum en main. Et ils m'ont aidé à tout bien ficeler au niveau du logement, au niveau professionnel, au niveau du travail, quoi. Et vous avez fait une formation? Ouais, j'ai fait un CAP grâce à eux dans le village éducatif Saint-Philippe qui appartient à la fondation. Donc j'ai fait une formation de fleuristerie. Voilà. Vous avez un fleuriste diplômé grâce à Apprenti d'Auteuil devant vous. Voilà. Donc aujourd'hui, je fais plus ce métier, mais c'est quand même une étape de ma vie qui m'a permis de me réinsérer, tout simplement. Dans le fond, à un moment donné où ça pouvait déraper, dans le fond, vous avez eu le petit coup de pouce qui vous a permis de tomber du bon côté. Disons que dans la rue, c'est souvent dérapage sur dérapage et ça finit un mur infranchissable. Donc à plusieurs moments, ils ont été là. À plusieurs moments, ils m'ont aidé et c'est peut-être l'addition de toutes ces choses qui a grandement participé à ce que je suis devenu, quoi. Et le docteur Majid rappelait tout à l'heure l'observatoire de 2017. Vous y avez participé. Voilà. Vous étiez parmi les... C'est ça. Donc pour vous donner une idée, c'est 5 jeunes de chaque pays à peu près qui se réunissent sur chaque continent pour échanger sur les problématiques qui les concernent et sur toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc voilà, c'est les concernés qui ont parlé pour la première fois devant moi et j'ai participé. C'était incroyable. Alors, vous pourrez poser quelques questions au docteur Majid qui vous écoute, mais j'aimerais quand même avoir aussi Jean. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des jeunes qui vous disent « Non, non, merci, passez votre chemin, je n'ai pas du tout envie de votre aide », parce que dans le fond, on peut être aussi bien dans la rue. N'oublions pas aussi que la rue, ça peut être aussi des gangs et qu'on peut trouver son compte. Oui. Effectivement, il arrive que des jeunes n'aient plus envie de quitter la rue parce que, dans un premier temps, ils n'ont plus confiance à la société. D'abord, ils ont senti qu'ils ont été refoulés par leur famille. Et étant dans la rue, les riverains ou bien toutes les personnes qui fréquentent la rue les repoussent. Donc, en fait, ils ont un sentiment vis-à-vis notamment des adultes et de leur famille qui font qu'ils ont pu se recréer entre eux une micro-société dans la rue qui fait que ça fonctionne. Évidemment, il y a beaucoup de solidarité, mais aussi de violence. Même pour jouer entre eux dans la rue, c'est violent. Donc, la violence devient quelque chose de très familier. Et après, tous se disent, on se sent bien, on se sent mieux comme ça. Maintenant, on leur propose de ressortir de ce cercle-là dans lequel ils ont appris à s'habituer. C'est compliqué de ressortir parce que là, ils vont retomber dans l'inconnu. Ils se sont dit, qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté? Alors que c'est les mêmes personnes qui m'avaient rejeté. C'est là où c'est important, tout le travail qui est fait par les équipes
pour rassurer, pour persuader. Et c'est un travail qui ne... Parce que tu rencontres le jeune aujourd'hui qui va quitter la rue. C'est un travail de longue haleine pour les accompagner, pour les rassurer, pour qu'ils puissent sortir. Mais évidemment, il y a des jeunes à un moment donné qui décident et se disent, ben, moi, je n'ai vraiment pas envie de sortir. Joseph, vous avez aussi connu ça? Parce qu'on a aussi l'impression que ces jeunes qui ont été rejetés ou qui vivent des situations familiales de violence ou de dysfonction ou de pauvreté peuvent avoir aussi un certain ressenti vis-à-vis de la société des gens, estimer qu'ils n'ont pas eu beaucoup de chance et ne pas vouloir de l'aide. Tout à fait, il y a une sorte de révolte, une sorte de vengeance. Les enfants ont envie de dire laissez-moi me battre parce que vous m'avez exclu. Mais dans notre travail, c'est évidemment progressivement d'amener l'enfant à la compréhension qu'il est dans une société et qu'on est obligé d'avoir des connexions avec nous, avec d'autres, puisque nous sommes dans une même société. C'est pas facile, ça peut prendre du temps, mais il faut de la patience aussi pour que les enfants acceptent votre discours, et pas seulement le discours, que concrètement, ils voient ce que vous avez réellement envie de faire avec eux et pour eux. Dido, qu'est-ce qui vous a, convaincu de faire un apprentissage plutôt que de rester dans votre situation où vous pouviez devenir un chef de gang ou... Qu'est-ce qui vous a convaincu? Déjà, j'ai eu un aperçu d'un autre bout de moi et ça m'a peut-être attiré, ça m'a séduit. Et puis, je pense que les associations ils font un véritable travail de reconstruction des liens familiaux, mais aussi de redonner confiance aux jeunes en les institutions, parce que c'est souvent ça qui est difficile. S'il y a une rupture familiale et que le jeune il fait pas confiance aux institutions, mais en fait il se retrouve tout seul. Donc déjà, le moment où j'ai commencé à me sentir moins seul, je pense que c'est le moment où j'ai commencé à m'imaginer ailleurs et puis à m'autoriser aussi. Voilà. Et le travail a été fait aussi avec votre mère? Oui, dans tous les sens du terme, hein, que ce soit les éducateurs que j'avais qui avaient le numéro de ma mère et qui étaient vraiment qui étaient attachés à ce que je renoue avec elle. Oui, bien sûr. À tous les niveaux. Ils se sont impliqués à tous les niveaux. Et aujourd'hui, quand vous voyez des jeunes dans la rue, vous essayez d'aller leur parler? Franchement, j'essaie de donner des conseils, mais sans me mettre du mauvais côté de la barrière. J'ai pas envie d'être leur ennemi ou qu'ils me voient comme leur ennemi, donc je fais de l'accompagnement de rue, mais depuis quelqu'un de rue, plus que... voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Oui. J'aide comme je peux depuis moi. Donc, vous voulez poser votre question au docteur Majid qui vous écoute à New York, au sommet de l'ONU, qui a fondé une ONG qui est sensibilisée et qui a les connexions pour faire avancer la cause. Premièrement, donc ma première question, c'est qu'est-ce qui a été fait concrètement pour interpeller les États au sujet des violences faites aux enfants dans le monde. Ma seconde question... On va une après l'autre. Très bien. Merci, Dedo. Qu'est-ce qui a été fait pour interpeller? C'est d'abord par qui? Si c'est par moi et par les Nations Unies, je pense que je ne suis pas le seul mécanisme. Hein. Vous avez aussi le Comité des droits de l'enfant qui revoit régulièrement aussi la mise en œuvre de la Convention. Vous avez beaucoup d'autres mécanismes donc, qui ne cessent d'interpeller les États sur leurs engagements. Et ça, c'est important. En ce qui me concerne, moi, ici, ce que je fais, je considère que vivre dans la rue est une violence. Et clairement et nettement, c'est une négation de tous les droits des enfants. Et je considère que les enfants en situation de rue ne sont pas des délinquants et ce sont des enfants qui nécessitent protection et qui sont en danger. Donc, c'est ce que je défends en travaillant avec tous les États qui sont membres des Nations Unies, en faisant des visites pays et aussi en travaillant avec les associations, mais aussi en renforçant la capacité des enfants à prendre la parole, à s'exprimer et en montrant aussi qu'ils savent ce qu'ils veulent et qu'ils sont partie de la solution. Maintenant, si on fait le point réellement et avec beaucoup de franchise,
il y a encore beaucoup à faire pour interpeller les États. Et une émission comme aujourd'hui et une réunion comme aujourd'hui est importante. Parce qu'il n'y a pas que le système des Nations Unies, mais il y a aussi le système des associations comme Apprentis d'Auteuil et comme d'autres dans nos pays. Moi, je vous rappelle que quand j'ai commencé dans mon pays, les enfants étaient considérés comme des délinquants et étaient emprisonnés. Et que je suis partie avec eux aussi en tôle. Hein. Donc, juste pour vous dire, parce qu'il fallait y croire. Et donc, on a besoin aussi de personnes qui changent les systèmes et qui changent les minds et qui y croient et qui voient ces enfants réellement comme des enfants à part entière et titulaires de droits et non pas comme que des victimes de violences. Bien sûr qu'ils sont victimes, mais c'est aussi des enfants qui ont des capacités et vous les avez montrées. Mais l'interpellation doit être continue et pas uniquement aujourd'hui parce qu'on est la journée de l'enfance, des enfants en situation de rue. C'est en permanence, c'est en permanence, c'est en permanence et c'est quelque chose, c'est comme un marteau-piqueur. Et vous les jeunes et les réseaux des jeunes, vous avez aussi un rôle énorme à jouer, comme les travailleurs sociaux ont un rôle à jouer, comme les politiques locales ont un rôle à jouer. Il faut que réellement on occupe la scène de manière constante et innovative et par plusieurs points d'entrée, parce qu'il reste encore beaucoup à faire sur ce domaine. Je vous ai dit, vous allez pouvoir poser votre autre question. Quand on nous suit en ligne, il y a des questions qui nous arrivent en ligne. Je les ai sur mon iPad. Et d'ailleurs, posez vos questions aussi. Ça va être plus intéressant, plus interactif. D'abord, une observation. Le recensement date de 2005, le recensement sur le nombre d'enfants en situation de rue, et cela prouve la faible préoccupation des pouvoirs publics. Vous serez peut-être d'accord, Madame le docteur Majid, qu'il n'y a pas de recensement, donc quand on ne connaît pas véritablement le problème, on sait qu'on ne s'en occupe pas vraiment. Je pense que le problème du recensement, et il y a deux points. Bien sûr, si on ne recense pas, c'est qu'on ne s'intéresse pas au problème. Mais de manière globale, toutes les violences à l'égard des enfants et l'enfance, vivre dans la rue est une violence, ne sont pas dûment recensées. Ça, c'est clair. Parce que d'abord, ça demande un mécanisme parce que les enfants sont mobiles. Et deux, les enfants doivent avoir confiance dans les institutions pour venir se porter plainte ou se présenter. Donc ça, c'est un point qui est très, très important pour dire que le recensement n'est pas fait parce que c'est pour deux raisons. Maintenant, ce qui est important pour moi, ce n'est pas d'attendre qu'il y en ait 1000 ou 2000. Un enfant dans la rue est un enfant de trop. Donc, c'est en commençant à travailler dans la rue, en ayant des éducateurs dûment formés, réellement, et c'est là où on commence en touchant un, en s'adressant à un, en gagnant la confiance, on arrive à rentrer et à découvrir. C'est une recherche-action en même temps. On ne va pas attendre de compter 1 à 1 et après se dire « Oh, le problème est important, on doit agir ». Un enfant, c'est un enfant de trop. Merci. Levez peut-être la main si vous avez des questions ou des observations. Je continue pendant que vous vous préparez avec vous, Joseph. Quels sont les financements, demande cet internaute, quels sont les financements pour ce travail auprès des enfants en situation de rue, par exemple dans votre pays, au Congo? Est-ce qu'il y a un financement, une prise de conscience aussi en dehors de la Fondation d'Auteuil, bien sûr, aussi des pouvoirs publics Alors, je dis clairement non, il n'y a pas de financement public pour les actions que nous mettons en œuvre au profit des enfants en situation de rue. Nous avons essentiellement l'appui de nos partenaires, Apprentis d'Auteuil, grâce aux financements internationaux, les ambassades, l'Union européenne, la France, un tout petit peu l'UNICEF aussi, mais il y a plusieurs années derrière. Et là, actuellement, nous vivons essentiellement avec des financements européens. Une question pour vous, Jean. On a parlé, le docteur Majid tout à l'heure a parlé de la richesse de ces enfants. Vous l'avez aussi évoqué, des enfants qui ont développé un savoir, une compétence, un instinct de survie et probablement beaucoup d'autres qualités aussi. Comment valoriser tout cela à travers des apprentissages? Comment vous les guidez? Oui, dans un premier temps, il faut essayer de repérer notamment ces compétences qu'ils ont développées. Généralement, c'est très classique, parce qu'en fait, le comportement des enfants dans la rue, partout dans le monde, ils ont généralement des comportements très similaires. Tout ce qu'ils développent aussi, c'est très similaire, notamment l'instinct de survie. Donc, il faut repérer ça, et comme je l'ai dit, c'est à travers le travail éducatif. C'est l'éducateur, effectivement, qui peut repérer les compétences développées par l'enfant et de pouvoir le mettre en valeur. Donc, une fois que c'est mis en valeur, il faut partir de ça.
partir de ces compétences développées pour pouvoir l'accompagner. J'ai parlé notamment de la question de la maturité qu'ils ont. Comment partir de cette maturité, comment partir de cette manière d'apprendre à gérer un peu l'argent qu'ils gagnent dans la rue, Dédou en a parlé tout de suite. Comment partir aussi de comment savoir se débrouiller quand il fait face à une situation complexe, que cette situation soit liée à la santé ou bien soit liée à une situation où il faut trouver des moyens pour pouvoir survivre. Voilà. Mais vous avez, on a quelques exemples. Dédou, vous avez fait fleuriste, un CFC, en Suisse on dit CFC de fleuriste, on a entendu tout à l'heure infirmière. Qu'est-ce que vous avez comme formation? Qu'est-ce que vous proposez comme formation? Alors, ça dépend de différents pays. Hein. En France, effectivement, à la Fondation d'Auteuil, il y a plusieurs métiers qui sont proposés aux jeunes. À l'international, par exemple, si on prend le cas du Congo, Joseph pourra en dire, il y a des métiers qu'on appelle des métiers un peu classiques, la couture, la menuiserie métallique, la soudure, mécanique auto, mécanique moto. C'est des métiers très classiques. Et aussi des filières d'université, par exemple? Effectivement, pour les jeunes qui reprennent l'école et qui n'ont pas un âge très avancé, qui peuvent reprendre les bancs de l'école, effectivement, et il y a des jeunes qui font l'école, voilà, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a des questions en l'état, dans le public. Oui, madame. Est-ce que j'ose vous demander de vous présenter, levez-vous peut-être quand vous entendez bien. Merci beaucoup. Oui. Oui, bonjour. Je m'appelle Tatiana Idira Zafin Travao. Je suis de la mission permanente de Madagascar. Je vous remercie pour cette brillante exposé sur les enfants en situation de rue. Moi, ma question s'adresse en fait à Monsieur Jean Déné par rapport aux activités de la Fondation. Dans le cas, par exemple, de Madagascar, où généralement les enfants en situation de rue se trouvent dans des familles, donc ce sont des familles qui sont en situation de rue, est-ce que vous avez des programmes spéciaux qui les intègrent? Dans le cas, par exemple, de notre ami, il a été dit qu'en fait, il y a des relations avec sa mère, etc. Mais quand c'est dans le cadre d'une famille qui sont en situation de rue, comme c'est la majorité des cas à Madagascar, est-ce que vous avez des programmes spéciaux? Merci. Okay. Oui, parfois ce sont les familles entières qui sont à la rue. Hein. Tout à fait. Alors, il faut dire qu'à Madagascar, nous avons notamment dans la capitale, à Tana, nous avons des partenaires locaux qui font ce travail de terrain, donc nous les accompagnons. La stratégie qui est développée, la plupart du temps, c'est de commencer à aller rencontrer ces familles. Je me rappelle l'émission que j'ai pu faire à Madagascar. On a pu aller dans la rue pour aller rencontrer ces familles qui sont installées, à l'époque c'était le long du canal, en plein centre-ville. Les rencontrer ces familles, les écouter les problématiques qu'elles rencontrent, constater l'état dans lequel sont ces familles et les enfants. Alors, nos partenaires, pendant un moment, on n'a proposé que des actions à l'endroit des enfants, en se disant, OK, on met la priorité sur les enfants, donc on les accompagne. Et depuis quelques années, on a compris qu'il faut qu'on développe davantage d'actions auprès même des familles elles-mêmes, parce qu'on ne peut jamais résoudre totalement ces problématiques si on continue de ne regarder que les enfants. Donc, vous installez, vous réinstallez les familles? Alors, on accompagne les familles, On sait que c'est des actions un peu innovantes qu'on essaie de mettre en place. C'est quoi accompagner, par exemple, concrètement? Aller écouter les besoins des familles, voir comment les accompagner dans la mise en place d'une activité génératrice de revenus, parce que la plupart du temps, c'est la précarité qui fait que ces familles sont installées sur ces endroits. Donc, leur donner le pouvoir d'agir, le pouvoir d'achat, pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants et à leurs propres besoins, déjà, ce serait déjà quelque chose de très gagné. Et ensuite, de voir concrètement pour ces enfants qui, pour la plupart, ne vont pas à l'école, comment est-ce qu'on peut permettre à ces enfants d'aller à l'école. Et quand la situation n'est pas vraiment très bonne, de voir dans quelle mesure ces enfants peuvent être retirés, même si c'est un moment, et ensuite mieux accompagner la famille avant de les réintégrer. Voilà. Donc ça se fait, et depuis quelques années, on amplifie nos actions auprès des familles. Je pense que demain, la conférence de l'après-midi, on va... Ça sera l'objet de la conférence de demain.
On va reprendre d'autres questions s'il y en a dans la salle. Madame. Merci, bonsoir. Madame à New York insistait sur la nécessité d'avoir une approche professionnelle du sujet avec des éducateurs formés. Et je me demandais ce que fait la Fondation d'Auteuil sur cet accompagnement des éducateurs. Est-ce que la situation évolue ces dernières années? Et est-ce qu'il y a des échanges de bonnes pratiques d'un pays à l'autre? Alors peut-être pour vous, Joseph, sur place, comment vous recrutez, comment vous formez, comment vous assurez que les éducateurs, les personnes qui travaillent pour vous, pour votre réseau, soient adéquats avec les enfants? Nous avons un accompagnement d'apprentis d'Auteuil depuis 22 ans aujourd'hui dans la formation des éducateurs. Il y a un module spécifique de formation des éducateurs d'enfants en situation de rue que nous développons. On a 2 sessions à peu près chaque année, 2 sessions de 5 jours, mais les thématiques changent. Il y a bien sûr des formations sur l'accompagnement des familles d'abord, mais il y a aussi des formations spécifiquement d'éducateurs d'enfants en situation de rue qui sont développées. Il y a un module spécifique depuis 20 ans, plus déjà, avec Apprentis d'Auteuil. Et nos éducateurs, à tour de rôle, sont formés sur ces questions. Vous avez la question des relations entre les enfants et leurs familles. Nous avons développé, avec Apprentis d'Auteuil, des formations sur l'éducation affective. Quelquefois, les enfants et les familles ne se comprennent pas. Et ces formations permettent justement aux familles de rapprocher les enfants des familles et évidemment de préparer le retour de chaque enfant dans sa famille, des formations sur les droits des enfants, bien sûr. Madame la représentante spéciale, nous avons envoyé des éducateurs avec l'appui d'Apprentis d'Auteuil en Haïti pour faire des stages. Il y a des échanges comme ça qui se font avec nos partenaires du Maroc, avec nos partenaires du Burkina. Il y a plusieurs échanges qui se font avec nos partenaires de RDC, avec évidemment entre nous le lien, c'est Apprentis d'Auteuil. Alors, je vais repasser la parole à Dido qui veut reposer encore une question à au Dr Majid à New York. Alors ma seconde question, c'est qu'a-t-il été fait pour cette fois-ci informer tous les peuples du monde de ce qu'on fait, qu'il y a des enfants qui subissent des violences, qu'il y a des enfants en situation de rue, parce que j'ai l'impression qu'on va finir par être à se battre dans l'ombre sans le concours, le secours de la population lambda. Merci Dedo. Je veux juste revenir, il y a 2 façons. Il y a d'abord le point qui a été soulevé, c'est tous les éducateurs rues. Et moi, j'ai travaillé dans les rues et la meilleure façon d'alerter, c'est quand vous êtes dans les rues et que vous êtes confronté au public, vous lui expliquez, parce qu'on vous dit chez moi, mais qu'est-ce que vous faites avec lui? Il est sale, il est délinquant, sale, c'est pas logique. Et vous expliquez que c'est cet enfant et vous réexpliquez, vous travaillez avec le barbier, avec le commerçant, c'est énorme, c'est un travail au quotidien. Le deuxième point qui est important, je parle en connaissance de cause, nous avons fait un film pour sensibiliser ce qui a été primé et qui a été fait avec des enfants en situation de rue dans les règles de l'art, qui s'appelle Alizawa, et qui a eu une retombée énorme sur la société marocaine et de manière plus large, où on a vu les choses de manière différente. L'autre point, c'est qu'on a aussi fait énormément de pièces théâtrales avec les enfants eux-mêmes, pas pour les exhiber ni pour la vendre, mais pour montrer aussi ceux qui sont capables. Et je vous donne juste un exemple. À Casablanca, devant le super hôtel Hyatt Regency, il y avait un squat qui était occupé par un stock d'enfants, et on a fait volontairement la pièce théâtrale avec tous les décideurs politiques, les médias, tout ce que vous voulez, à l'intérieur du Hyatt Regency, avec ces enfants qui étaient vus de manière différente, ils ne comprenaient pas. C'est les mêmes enfants. Et enfin, je vous rappelle que Nadine Lambaki, la grande cinéaste libanaise, a fait un super film qui s'appelle Capharnaüm sur un enfant en situation de rue, qui est un enfant réfugié. Donc, il y a beaucoup à faire et on utilise beaucoup les médias. Et c'est pour ça que je disais aujourd'hui, si on veut interpeller et changer les minds, c'est aussi important que les enfants et les ex-enfants et les jeunes comme vous, Dedo, parlent, pas de manière négative ou positive, mais de dire j'ai mon projet de vie, j'ai été dans la rue et pourtant je suis là, je suis un adulte à part entière, je sais ce que je veux et je suis capable de défendre aussi mes droits et les droits des autres. Je crois que
interpeller, c'est au quotidien et c'est pas évident. Et c'est là où je reviens au rôle aussi des éducateurs, mais au rôle des communautés et aussi au travail avec les familles. C'est une sensibilisation permanente. C'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain, mais le rôle des médias est capital. Et je pense que c'est important. Et les réseaux sociaux sont importants. Donc, moi, je vous engage à faire comme on fait déjà des networks d'enfants. En Inde, vous avez un super network d'enfants qui étaient dans les rues et qui ont créé un système et qui font un plaidoyer de feu de Dieu et qui sont présents ici aux Nations Unies, qui sont présents dans leur pays. Donc, c'est possible et je peux partager avec vous tout ça pour que cette interpellation et ce changement que réellement permettent de ne plus être dans l'indifférence et de ne pas passer à côté en sursautant ou de ne pas regarder, mais de se dire non, de s'indigner et de dire, comme disait Stéphane Hessel, indignez-vous, ce n'est pas acceptable qu'il y ait des enfants exclus dans les rues, de par le monde, dans les pays riches comme dans les pays pauvres. Dedo, vous en parlez souvent, vous, de votre parcours, ou c'est quelque chose qui est derrière vous? J'en parle au milieu associatif, pour les inspirer, j'en parle aux jeunes que je connais pour les inspirer. Dans les médias? Dans les médias, oui, ça m'est arrivé. Donc, il y a le 17 mars, on a fait un événement, Prendre le parti des jeunes, où pas mal de jeunes sont venus livrer leur message. Donc, on a été écoutés, ça faisait du bien. Et donc, voilà, oui, c'est dans ce genre de moment-là que je peux partager mon expérience. Après, chez moi, tout le monde me connaît déjà. Donc, D'autres questions dans la salle? Si on va prendre une ou deux questions en ligne, on arrive bientôt au bout de ce débat. Je crois que le témoignage sur la sorcellerie a beaucoup frappé tout à l'heure. Hein. Une internaute nous demande, on parle de violence dans la rue, dans la famille et d'accusations, par exemple, de sorcellerie. Comment font les éducateurs pour travailler sur ces problèmes? Parce que dans le pays où vous êtes, au Congo-Brazzaville, il y a aussi beaucoup d'accusations de sorcellerie, ces enfants sorciers. C'est un phénomène, d'ailleurs, il y a un très beau film sur ce phénomène. Comment vous faites déjà pour parler avec la famille, pour convaincre que cet enfant est normal, qu'il n'est pas ensorcelé? Pour convaincre la famille, il faut travailler avec l'enfant pour changer la situation. Si l'enfant est albinos, il faut le soigner. Si l'enfant a un ventre ballonné parce que malnutri, il faut que ça change pour que le regard de la famille change. Et c'est à ça que nous travaillons. S'il ne peut pas aller à l'école, nous le scolarisons. C'est du concret pour montrer à la famille que la situation peut changer, que la situation a changé et le regard va changer. Si un enfant réussit aujourd'hui dans sa vie scolaire, dans la formation professionnelle, nous allons en former, là, il y a 70 jeunes qui sont prévus pour être formés professionnellement. Si ces enfants finissent la formation professionnelle et qu'ils réussissent et qu'ils peuvent apporter l'aide à la famille, la situation, le regard des parents va changer. Et c'est à ça que nous travaillons. Ce sont des actions concrètes. C'est des actions concrètes. Voilà. Si on raconte des théories des grands chercheurs sur la vie des enfants, sans que la situation de l'enfant ne change, sans que les gales qui sont sur la tête ou sur le corps ne quittent, parce que la gale, c'est un signe de sorcellerie. Et puisque les parents ne peuvent pas soigner, ils vont dire, ben voilà, c'est un sorcier, c'est visible puisqu'il a la gale sur lui. Et si nous réussissons à soigner cet enfant et qu'il n'a plus de gale, qu'il devient propre, qu'il repart gaiement à l'école, ils vont dire, ben ouais, mais on nous a peut-être menti, on a cru à des choses incroyables. C'est du concret que nous faisons. Et nous travaillons avec les enfants. Madame la représentante disait d'écouter les enfants, mais nous avons, avec Apprentis d'Auteuil, des actions, des activités. On a dit donner la voix aux enfants. Ils se sont exprimés par des œuvres artistiques. On sent que ces enfants ont des talents. Mais évidemment, il faut travailler sur ces talents pour montrer que c'est un enfant comme les autres. Nous avons d'ailleurs une œuvre musicale où le titre, c'est « Un enfant comme un autre ». Voilà. Ils chantent et ils démontrent qu'en fait, ce n'est pas des malfaiteurs, c'est des enfants qui contribuent au développement des familles, au développement de la société. Tout à l'heure, on a eu des témoignages de filles et de garçons. Alors, une question pour vous, Jean. Constatez-vous des différences entre le vécu sur les violences dans la rue pour les jeunes filles ou les garçons? Alors,
c'est vrai que généralement, quand on va sur le terrain, il est souvent rare de voir les jeunes filles et les garçons ensemble. Ça peut arriver. Parce que les jeunes filles, généralement, sont dans un autre réseau, malheureusement, de prostitution. Parce que, comme on l'a dit, la rue, c'est le lieu de la survie. Donc, pour les jeunes filles, c'est la prostitution pour pouvoir avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Et c'est malheureux. Et les jeunes garçons, c'est, comme on l'a dit tantôt, une organisation entre eux pour pouvoir subvenir aussi à leurs besoins. Alors, les équipes qui accompagnent ces enfants, pas parce qu'on sait faire avec les jeunes garçons que forcément on réussit avec les jeunes filles. Voilà. Donc, il y a une formation aussi spécifique pour pouvoir apprendre à intégrer le monde des jeunes filles de rue, pour pouvoir les accompagner, parce que derrière ça, il y a les proxénètes, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place, qui sont compliquées, très complexes à... Est-ce qu'il vous arrive, vous parlez de proxénètes, vous parlez de prostitution, la violence que les jeunes vivent dans la rue, ce sont peut-être vos équipes parfois qui la vivent aussi? Ah oui, parce que quand on rencontre ces jeunes qui ressortent de la violence, quelquefois, autour d'eux, effectivement, cette violence, ça peut être débordante. Et du coup, quelquefois, les équipes ne sont pas forcément acceptées sur les sites où les équipes vont. Donc, il y a tout un travail de construction qui se fait pour que les équipes acceptent. Moi, je me rappelle la première fois où j'ai été dans la rue, j'avais ma vie destinée carrément à autre chose. Je faisais la philosophie, donc carrément pour autre chose, et je faisais du bénévolat. Donc, on m'a envoyé notamment dans la rue pour aller rencontrer les enfants. Et quand je suis allé garer ma moto pour pouvoir faire le premier contact. Mais comme ces enfants ne veulent pas, notamment des gens qui viennent les voir, le temps de dire bonjour, ils sont partis derrière, ils ont crevé ma moto. Une manière pour me dire, on n'a pas besoin de toi. Et on a aussi subi des violences, même dans les institutions où on les accueille, des jeunes qui viennent pour menacer avec des armes blanches, voilà. Et donc, du coup, les équipes aussi font face régulièrement à ces violences. Mais il faut être patient, il faut être formé pour pouvoir prendre en compte ces violences et accompagner ces jeunes qui, souvent, sont sous l'effet de la drogue ou bien des stupéfiants, qui font que ce qu'ils font dans l'immédiat, ils n'en sont pas forcément conscients. Voilà. Je vous laisse poser votre dernière question au docteur Majid à New York. Alors, ma dernière question, y a-t-il des pays sur lesquels on peut déjà prendre exemple qui ont commencé à s'occuper des jeunes qui subissent des violences chez eux ou des jeunes en situation de rue? Est-ce qu'il y a des pays sur lesquels on peut compter comme éclaireur? Il y a beaucoup d'actions qui sont menées donc, pour lutter contre toutes les formes de violence et d'exclusion des enfants, qu'elles soient violence physique, mentale, économique, sexuelle et autres, et l'exclusion sociale. Mais pour être très franc avec vous, aucun pays n'a pu protéger tous les enfants qu'il a sur son terrain. Parce que ce soit les pays riches, vous voyez, et vous le voyez très bien, il y a de la pauvreté, avec la pandémie et les guerres, je ne vous raconte pas, il y a des discriminations, on ne traite pas le migrant et le réfugié, le mineur isolé, pas de la même manière que le national. Vous avez des pays riches, vous avez des autochtones, et donc les First Nations, comme ils disent, qui sont maltraités et donc qui sont exclus du système. Et vous avez des pays en développement qui font le maximum, mais qui n'arrivent pas On vous a perdu. Vous m'entendez là? On a un petit problème de son. Oui. Vous m'entendez? On ne vous entend plus. Moi, je vous entends. Là, vous avez dû peut-être toucher quelque chose. Essayez peut-être encore. Je crois qu'on va voir si la régie va arriver à... Vous m'entendez? On reviendra vers vous tout à l'heure si on y arrive. On est plus ou moins à la fin de ce débat. J'ai envie de vous donner la parole de conclusion, Jean, Joseph et peut-être Dr Majid si on retrouve la ligne tout à l'heure. On l'a dit, c'est donc Journée internationale du droit de l'enfant. Si vous avez un message, un vœu à faire passer aujourd'hui, quel serait ce vœu? Il y a de l'espoir. Quand je vois le public réuni ici autour de cette question des enfants en situation de rue, ça montre qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des énergies à capitaliser, qu'il y a des contributions qui sont là pour cette cause.
Mon pays, il y a beaucoup de violence. Il y a 82% d'enfants qui sont victimes de violences. Mais il faut travailler à montrer qu'on peut apporter autre chose aux enfants que de la violence. Montrer, c'est faire en sorte que leurs droits soient réellement mis en œuvre, qu'ils aient accès à la santé, qu'ils aient accès à l'eau, qu'ils aient accès à l'école. Et nous le faisons pas en attendant les contributions publiques, puisque pour le moment, il n'y en a pas, mais on n'arrête pas de travailler pour que ces enfants sortent de ces situations et qu'à leur tour, un peu comme Dedo, ils essaient de montrer à d'autres enfants qu'il est possible de changer, qu'il est possible d'avancer. C'est à cela que nous travaillons sans nous décourager. Docteur Majid, est-ce qu'on a pu rétablir? On vous entend? Non, je ne crois pas. Vous m'entendez? Ah, ben voilà, très bien. Alors, on vous a interrompu. C'est pas grave, je vais conclure. J'ai presque envie de vous demander voilà, quel message en conclusion? Je pense que le seul message à retenir, c'est d'abord des enfants avant tout. Et c'est pour ça qu'on les appelle enfants en situation de rue. Donc, il faut travailler avec l'enfant, mais intervenir sur la situation. Et le deuxième point, c'est des enfants sur lesquels il faut investir et ne pas les voir comme un problème, mais un retour sur investissement. Et enfin, c'est le faire avec eux et pour eux, parce que ce sont les vrais experts, ils connaissent très bien les problèmes et ils font partie de la solution et ils sont de véritables acteurs de changement si on les prend en considération et si on les écoute et on travaille en étroite collaboration avec eux. Merci beaucoup. Rapidement, il faut les voir comme un espoir, en une solution, c'est ça, investir. Tout à fait. Et même ils l'ont exprimé dans la vidéo qu'on a vue au tout début. Ils y croient. Ils n'ont pas envie de baisser les bras. On a l'exemple de Dedo qui est là, qui aujourd'hui est sur un autre chemin, qui est en train de réussir. Ils y croient, ces jeunes. Je crois qu'il faut qu'on se base sur leur force, la force qu'ils ont de pouvoir croire à l'avenir, de pouvoir changer les choses. Et l'autre message que j'ai envie de porter, il ne faut plus qu'on ferme les yeux de voir des enfants dans la rue. C'est une problématique qui date des années 70, qui se poursuit, et ça s'aggrave. On a l'impression que le monde entier passe son temps à fermer les yeux en se disant ça devient du déjà vu. Ce n'est plus possible aujourd'hui au XXIe siècle de fermer les yeux. Ne plus fermer. Voilà, sur la misère. Ne plus fermer les yeux. Tout à fait. Ne plus fermer les yeux sur la misère, notamment de ces enfants. D'autant plus que nous-mêmes adultes, nous n'aimerons pas vivre ce que les enfants vivent dans la rue. Ne serait-ce qu'une seule nuit dans la rue, c'est déjà très grave. Donc faisons tout pour qu'aucun enfant n'ait à avoir une seule nuit dans la rue. Voilà. Dedo, j'ai envie de vous laisser la parole de fin. Ah oui? Oui. Eh bien, si j'ai un espoir aussi, c'est qu'on laisse le moins possible les jeunes apprendre à se débrouiller dans la rue, parce qu'après, c'est trop facile de leur coller une étiquette de délinquant, alors qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils ont dû apprendre à se débrouiller là-dedans. Je trouve qu'on devient très vite l'étiquette qu'on nous colle. Donc, je pense que voilà, j'aimerais qu'on juge moins. Voilà. Je pense que ça résume ma pensée. En tout cas, gageons qu'on ne regardera plus de la même manière les enfants en situation de rue après ce débat, cette journée. Merci à New York, Dr Majid. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Merci Jean Tsené, merci Joseph Likibi et merci Dedo, dont je n'ai pas le nom de famille. Dedo, comment? Il est caché. Il est caché? Voilà. Ok, on respecte. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.